Christophe Onodibio nous rejoint. Bonsoir Christophe. Bonsoir Monsieur le Ministre, bonsoir Olivier. Lors de son discours du Bourget en janvier dernier, François Hollande s'était fait lyrique. Il avait même, comme Mélenchon, cité Shakespeare, mais pas sur le bruit et la fureur. Écoutons-le. Et je me permettrai de citer Shakespeare, qui rappelait cette loi pourtant universelle. Ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas commencé par le rêve. Eh bien, nous réussirons parce que nous commencerons par évoquer le rêve. Le rêve français, c'est la confiance dans l'avenir, dans la démocratie. La démocratie qui sera plus forte que les marchés, plus forte que l'argent, plus forte que les croyances, plus forte que les religions. Alors 6 mois après... Moi j'aime ça, hein. Ah, j'aime toujours ça. D'aimer. Qui n'aime pas le rêve? Non, mais c'est pas ça que je veux dire. J'en profite pour le dire ici. Être ministre des Finances, c'est une position particulière dans un gouvernement. Pour moi, je ne me sens pas étant ni le Père Noël ni le Père Fouettard. Je ne me sens pas être le ministre des moyens, là où d'autres seraient les ministres des fins. Je ne me sens pas le ministre qui empêche le rêve. Je suis celui qui, avec d'autres, essaie de faire en sorte que le rêve soit possible, que le rêve soit crédible, que le rêve soit sérieux. Et nous n'avons pas changé. Après, vous annoncez des mesures d'économie drastiques. Est-ce que le rêve n'a pas quand même capitulé devant l'argent, devant les marchés financiers, comme disait François Hollande? Et dans le même discours du Bourget, François Hollande avait été très clair sur la dette publique, très clair sur le déficit. Bon, je sais bien que le point est une feuille révolutionnaire. Enfin, vous n'allez quand même pas nous inciter, nous, à aller vers des dépenses inconsidérées, des déficits excessifs et une dette écrasante. Car, et je reprends quand même ce que vous disiez au début, où vous montriez Nicolas Sarkozy et Jean-Marc Ayrault, qu'est-ce qui crée une situation à la grecque ou à l'espagnole ou à l'italienne? C'est une situation justement dans laquelle on ne maîtrise pas ses dépenses, on ne maîtrise pas son budget. Dès lors, on perd la confiance des marchés et s'accroissent ce qu'on appelle les spreads, c'est les taux d'intérêt, et on est petit à petit étranglé. Et la meilleure façon... Et on rêve mal quand on est étranglé, la meilleure façon d'échapper à cette espèce de dictature de l'argent, eh bien, c'est justement d'être sérieux. Paradoxalement, mais je crois qu'on peut comprendre ça. Un pays qui ne s'endette pas ou qui maîtrise sa dette est un pays qui continue à conserver sa souveraineté. Oui, c'est un pays qui est un pays indépendant. C'est un pays qui, justement, échappe à certains diktats. C'est un pays qui conserve la capacité à financer les services publics. C'est un pays qui conserve la capacité à rêver. Et finalement, se désendetter pour rêver, c'est pas mal. Oui, c'est vrai qu'on dort mieux. Mais vous avez accepté finalement la discipline européenne, alors qu'il était question de négocier. Finalement, il y a quand même un retour sur terre. Non, là, vous parliez d'indépendance. On vient d'accepter une discipline européenne assez corsée. Le discours qu'on a entendu tout à l'heure, c'était celui de François Hollande. C'était pas celui de Philippe Poutou ou de Jean-Luc Mélenchon. J'ai du respect pour l'un comme pour l'autre. Mais dans ce discours du Bourget qui était long, qui était complet, il était dit de la manière la plus claire que nous respecterions nos engagements de finances publiques. Nous les respectons à la fois parce que nous sommes dans l'Union européenne, nous le respectons parce que c'est quelque chose qui nous permet de conserver notre souveraineté encore une fois, et nous le respectons parce que tout simplement, c'est la condition pour pouvoir mener des politiques économiques intelligentes. Jamais François Hollande n'a dit le contraire. On a assisté à une longue saison, l'année dernière, longue saison électorale, primaire, puis élection présidentielle. Jamais François Hollande n'a dit qu'il ne respecterait pas les règles de finances publiques. Il a toujours dit la première des choses qu'il faut faire, c'est la responsabilité. Oui, mais il a ajouté, et là venons quand même à ce qui se passe en ce moment, que la responsabilité des finances publiques ne suffisait pas. Mais quand il a dit on va renégocier le pacte budgétaire, tout le monde comprenait que la règle d'or ne viendrait pas. Bah, finalement, elle est là. Alors vous n'allez pas l'appeler la règle d'or, peu importe. Mais le résultat, il est le même, c'est qu'il faudra réduire les déficits budgétaires à moins de 0,5%. Voilà. Mais encore une fois, jamais, quand on parlait de renégociation, je ne suis pas trop mal placé pour parler de ça, puisqu'il se trouve qu'à l'époque, avant d'être ministre de l'économie et des finances, j'étais le directeur de la campagne de François Hollande. On a toujours dit que renégocier dans notre sens, ça voulait dire ajouter à la responsabilité 2 dimensions. Il avait dit à Bruxelles, c'était en décembre, un pacte qui soit un pacte de responsabilité, de gouvernance et de croissance. Et donc aller en avant vers la gouvernance, aller en avant vers la croissance. Et dès lors qu'il y aurait cette réorientation de la construction européenne, il deviendrait admissible de voter non seulement sur le traité, que nous n'avons pas contesté en soi, mais sur l'ensemble, c'est-à-dire le traité, plus la gouvernance et la croissance. Or, aujourd'hui, nous estimons, et François Hollande, Jean-Marc Ayrault, estiment que nous avons maintenant suffisamment changé le cours des choses pour pouvoir soumettre ce traité à ratification. Quant à la règle d'or que vous évoquez,
Nous avons toujours dit qu'il fallait des règles de bonne gestion des finances publiques. Nous avons toujours dit, et c'est encore dans ce petit livre qui demeure au fond notre feuille de route, il était dit de la manière la plus claire, nous aurons cette année à la fois un projet de loi de finances rectificative, il vient d'être soumis, un projet de loi de finances initiale, une loi de programmation des finances publiques, un acte qui marque de manière solennelle que nous allons vers 0% en 2017. Mais nous ne sommes pas favorables à l'inscription d'une règle d'or dans la Constitution. Ouais. Et vous garantissez que ça ne se produira pas. En tout cas, ce n'est pas notre souhait. C'est pas notre souhait parce que il ne s'agit pas de graver comme ça des chiffres dans l'éternité. Ça introduit un doute. Pourquoi on ne veut pas le mettre dans la Constitution alors que vous prenez l'engagement de le faire? Parce que la Constitution, c'est autre chose. Parce que la Constitution, c'est le texte qui dit ce qu'est le pacte démocratique. Parce que la Constitution, c'est le ciment de nos institutions. Parce que, encore une fois, si on le faisait dans la Constitution, ça veut dire que c'est valable pour non seulement 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais pour l'éternité des textes juridiques. Enfin, et donc, non, nous ne sommes pas là-dedans, mais nous sommes pour un texte qui est une valeur contraignante forte, qui représente un engagement. Et cet engagement, nous le prenons. Vous ficelez les pattes quand même en acceptant justement que les déficits structurels supérieurs à 0,5% soient interdits. Vous acceptez ça, vous engagez quand même. Ce sont des règles de bonne gestion, tout simplement. Et nous avons bien l'intention de les respecter. Encore une fois, non pas pour complaire à je ne sais quel diktat bruxellois, mais tout simplement, c'est ce qui nous permet de maîtriser notre destin. Alors, expliquez-nous quelque chose. On a lu Allemagne 0, France 1 dans Libération. Allemagne-France 1 partout, on l'a lu ailleurs. Aujourd'hui, jour de cinquantenaire de la rencontre historique entre Adenauer et De Gaulle, on en est où dans ce match? Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. Non, pas de match. Il y a une construction commune. Il y a une compétition quand même. C'est Hollande qui avait parlé de Sarkozy-Merkel, de couple Merkozy. Donc il y avait une compétition. Il y a un changement de méthode assez profond. Si vous me donnez 30 secondes, je vais vous expliquer en quoi il consiste. D'abord, non, l'idée que la France ferait face à l'Allemagne, l'Allemagne face à la France, qu'il y en aurait une qui plierait, l'autre qui gagnerait, c'est une idée stupide. C'est ce que la droite a raconté, vous êtes en train de défaire le couple franco-allemand. L'image de Reims prouve qu'il ne s'agit pas de ça, au contraire. Sans la France et l'Allemagne ensemble, sans ces deux pays qui avancent ensemble, alors l'Europe n'avance pas. Et j'écoutais ce que disait François Hollande, ce sont des mots qui me conviennent tout à fait, parce que c'est comme ça que je les ressens tous les deux, Hollande et Merkel. Deux personnes qui sont sérieuses, deux personnes qui disent ce qu'elles pensent, qui analysent la situation, qui cherchent ensuite des compromis. Et ce que je sais, pour le vivre, c'est que cette relation franco-allemande, actuellement, elle est bonne. Elle est bonne au niveau des chefs d'État et de gouvernement, elle est bonne à mon niveau, avec mon homologue allemand, M. Schauble. Et nous travaillons utilement. Mais la différence avec avant, avec le Merkozy, ou avec le Sarkozy-Merkel. Non, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus que la France et l'Allemagne. Nous ne sommes pas dans un directoire. Le travail, il a été fait non seulement à 2, mais à 4, avec les Espagnols et les Italiens, non pas parce qu'ils sont en difficulté, mais parce que ce sont les autres grands pays de l'euro. Et nous travaillons, nous, avec les institutions européennes. Nous ne sommes pas en train de larguer tout le monde. C'est pas le Club Med. Il faut arrêter de dire ça. Ah ben c'est une insulte pour ces grands pays. Et puis j'ajoute que le président du Conseil européen, M. Van Rompuy, le président de l'Eurogroupe, M. Juncker, le président de la Commission et la Commission européenne, tout ça sont des institutions respectées. Le président de la Banque centrale européenne. Et au fond, ce qui fait que le dernier Conseil européen a été meilleur que les autres, j'espère qu'il sera fondateur, je crois qu'il peut l'être, c'est parce qu'il y a eu cette coproduction, ce travail commun dans lequel la France et l'Allemagne ont pris leur place. Et François Hollande, il aime à se définir comme étant un trait d'union. C'est pas quelqu'un qui veut gagner des matchs, qui veut marquer des buts, en tout cas pas entre la France et l'Allemagne. Je crois qu'en foot, il aime bien. C'est autre chose. C'est donc un changement de méthode. C'était plutôt les pays du Sud qui avaient le vent en poupe. On va écouter justement François Hollande et la réponse d'Angela Merkel. C'était aujourd'hui à Reims. Madame la chancelière, je vous propose d'ouvrir, de franchir même ensemble une nouvelle porte sur des années qui rendront encore plus étroite l'amitié entre nos deux nations. Nous devons faire aujourd'hui ce qui ne l'a pas été il y a 20 ans. C'est parachever au niveau politique l'union économique et monétaire. Alors, porte étroite, moi ça me fait penser à André Gide, mais c'est quoi? C'est entrer vers une nouvelle porte dans l'amitié étroite. Justement, je suis sûr qu'on n'est pas dans Gide. Donc qu'est-ce que c'est? Pas dans Gide. Je parlais du dernier Conseil européen, je veux dire en quoi il était meilleur que les autres. Parce qu'il a traité ensemble plusieurs problèmes. Il a traité
le problème de la croissance. Il y a un pacte pour la croissance qui n'existait pas, 120 milliards d'euros, 1% du PIB de l'Union, l'équivalent du budget de l'Union européenne, qui permettra de financer notamment des projets d'infrastructure. Deuxièmement, il a trouvé des remèdes qu'il faut maintenant mettre en œuvre pour la stabilité financière, répondre aux crises grecques, italiennes, espagnoles. Et puis troisièmement, il a ouvert la porte à une intégration européenne. Mais il ouvre les portes, forte. mais c'est quoi alors cette prochaine porte? On va jusqu'où? Est-ce qu'on va vers la fusion? Qu'est-ce qui va se passer? François Hollande a utilisé un concept qui, je pense, sera à nouveau entendu, exploré et puis agrandi dans les années qui viennent. C'est le contexte de l'intégration solidaire. Nous n'avons pas peur de l'intégration. Moi, je n'ai pas peur de la supervision bancaire. Je n'ai pas peur d'une forme d'intégration budgétaire. Je n'ai pas peur de l'intégration politique. Je crois qu'il faut des partages de souveraineté, mais à une condition. C'est que chaque fois qu'on fait un pas dans l'intégration, il y a en même temps un pas dans la solidarité. Parce que c'est ça qui manque au fond à cette zone euro. Je vous parlais tout à l'heure des pays du Club Med. Non, ce ne sont pas les pays du Club Med. Il y a encore eu Mario Monti, avec qui vous étiez aujourd'hui, a tensé les pays du Nord qui étaient parfois, alors je vais citer ces noms, qui sapaient la crédibilité des actions que décidait l'Union. Mais c'est l'illustration. Il y a quand même une guerre Nord-Sud. C'est l'illustration précise de ce que je viens de dire. Non, c'est le fait qu'il faut que les deux concepts avancent ensemble, intégration et solidarité. L'intégration seule peut être vécue comme un abandon de souveraineté, comme une perte d'identité. Elle peut être rejetée. La France est attachée à la souveraineté et son identité. Mais la solidarité seule, sans discipline, peut aboutir à des excès. Et donc c'est pour ça qu'il faut intégration et solidarité. Travailler à cela avec l'Allemagne. Aller par exemple vers un nouveau traité, je ne sais pas si ce sera un nouveau traité de l'Élysée, 50 ans après le précédent. Le précédent c'était le 22 janvier 1963. Pourquoi pas le 22 janvier 2013, un nouveau traité franco-allemand. Et vous voyez à travers ces images que l'amitié franco-allemande, elle se joue des alternances. Elle ne tient pas uniquement aux personnalités, que c'est un devoir historique. Le jour d'un cinquantenaire quand même. Mais ils auraient pu ne pas se voir du tout. Ils n'étaient pas du tout obligés qu'il y ait cette cérémonie. Est-il exact, Monsieur le Ministre, que la France et l'Allemagne planchent sur la nomination d'un super Monsieur Euro à la présidence de l'Eurogroupe, qui pourrait rendre la monnaie unique plus politique, plus visible, plus internationale, ce super Monsieur Euro? Je ferai la même réponse que François Hollande tout à l'heure. Que j'ai lu. Non, nous n'avons pas besoin maintenant d'un super monsieur Euro. Nous avons un président de l'Eurogroupe qui s'appelle Jean-Claude Juncker. J'espère que demain, il sera prolongé dans sa mission. 6 mois. Le temps qu'il faudra. 6 mois. Et puis ensuite, nous bâtirons ensemble des solutions à la zone euro. Moi, ce n'est pas un monsieur dont on a besoin, c'est de solutions. Oui, mais le Spiegel dit que ce serait vous et Schäuble qui vous partageriez le travail. Je ne sais pas d'où viennent ces informations. Du Spiegel. Vous n'êtes pas candidat. Mais je ne sais pas d'où sont les sources. Vous êtes candidat ou pas? Non. Pas du tout. Très bien, merci Christophe. Eh bien, on va marquer une pause pour le journal de 19h et ensuite vous aurez le débat avec Xavier Bertrand. Très bien. À tout à l'heure.